Comment les Lumières ont inventé les Noirs? Si le monde occidental tremble à l'idée de flots de migrants déferlant à ses frontières, les savants du XVIIIe siècle n'y sont pas pour rien. Une étonnante enquête signée par une journaliste américaine, Véronique Radier, pour le Nouvel Obs. Ouvrir sa porte, partager le pain et le sel avec le voyageur ou la voyageuse arrivant d'ailleurs, l'hospitalité est longtemps allée de soi. On pourrait même y voir l'un des propres de l'humanité. Pourtant, comme ce fut le cas dans les années 1930, les exilés sont redevenus un sujet brûlant, viscéral même pour certains, le carburant ultra-inflammable de l'extrême droite, tandis que s'imposait la séduisante mondialisation des marchandises, du tourisme et la libre circulation des capitaux, les flux migratoires se sont transformés pour beaucoup en obsession. Sonia Shah, fille de médecin indien installée aux États-Unis, s'est demandé pourquoi. Lauréate de nombreux prix, cette journaliste s'est taillée une belle réputation grâce à ses enquêtes autour des droits humains, de la santé, et grâce à son best-seller Pandémie, remarqué par le New York Times. Avec Migration, grandeur et misère de la vie en mouvement, elle signe un ouvrage sensible et passionnant sur l'origine de nos réflexes face aux étrangers. Si la peur de l'autre appartient au registre commun des émotions, sa justification rationnelle, qui permet de la poser en principe politique, remonte elle aux savants des Lumières et à leurs préjugés. Avant le XVIIIe siècle, tous les êtres humains étaient d'une même patte, puisque dans le récit biblique, Adam et Ève, chassés du paradis, ont peuplé la terre, et l'ensemble de ces continents de leur descendance. La journaliste explique, les artistes et les géographes tendaient à représenter les peuples étrangers sous des traits très similaires à ceux des Européens. Car, pensait-on alors, leurs habitants ne se distinguaient en rien de nous, leurs traits, la couleur de leur peau étaient regardés comme des variations anodines. Ainsi, un tableau de 1595, représentant deux Hottentots, comme on appelait alors les Khoikhoi, peuple d'Afrique du Sud, leur prête un visage et une allure de type grec classique. Je sais pas si c'est le tableau qui est en couverture de l'article. Mais bientôt, les progrès des navires et des instruments favorisent de longs voyages à travers les océans. La diversité humaine ne se découvre plus à travers de lents périples de proche en proche, mais en débarquant directement dans un ailleurs lointain et déroutant. Ces bateaux emportent souvent à leur bord des apprentis naturalistes qui, au retour, racontent leurs rencontres avec des tribus inconnues. Leurs récits largement fantasmatiques sont pris comme des témoignages de première main et ils enflamment l'imagination des Européens. Ainsi le jeune Voltaire, qui n'a jamais mis les pieds dans ces contrées exotiques, décrit comme un fait avéré l'existence d'une tribu du Congo de taille minuscule et dont les yeux sont rouges. D'autres lettrés jurent avoir rencontré des indigènes dotés de queues de chat. Les esprits éduqués se plaisent à confectionner des cabinets de curiosité. On frissonne en allant contempler des monstres mis en scène dans les foires, animaux chimériques mais aussi femmes déguisées en sirènes et enfants albinos originaires d'Afrique ou d'Amérique du Sud, présentés comme de mystérieuses créatures troglodytes. Comment pourrait-il être de la même essence que nous? Les débats intellectuels et religieux sur la parenté entre les peuples échauffent l'Europe entière, et nous inventons le passeport, le contrôle des voyageurs, mais aussi l'industrialisation de l'esclavage. C'est aussi à ce moment-là que commence à s'élaborer la biologie moderne, et notre compréhension des mécanismes du monde vivant. Parmi ceux qui en posent les bases, le naturaliste suédois Carl von Linné occupe une place centrale, car il est celui qui a conçu notre taxinomie, autrement dit le classement, toujours en usage aujourd'hui, des espèces en catégories, ordres et familles. Celui-ci repose sur une conception fixiste et territoriale de la vie, où chaque être se définit par son appartenance à une espèce, elle-même enracinée dans un environnement, une localisation. Sonia Shah prend soin de brosser le portrait de ce fils de pasteur, épris d'une nature domestiquée et férue d'horticulture. D'un naturel timoré, voire complexé, il se piquait fort peu de grands voyages. Sa seule incursion hors de chez lui, un bref séjour en Laponie, renforce son rejet des autres cultures. Sa taxinomie s'appliquait aussi aux humains, instituant parmi eux toute une hiérarchie de sous-espèces, sorte de racisme pseudo-scientifique dont l'influence se fera longtemps sentir. Peu à peu s'impose et se popularise l'idée que l'humanité se divise en plusieurs races, les non-européennes étant évidemment inférieures. Et les grands penseurs du temps s'enthousiasment à cette idée. Ainsi Voltaire écrit-il « La race nègre est une espèce d'homme différente de la nôtre, comme les Épagnols sont d'une espèce différente de celle des lévriers. »
Le grand rival de Linné, Georges-Louis Buffon, pressent lui, comme l'ont déjà observé d'autres naturalistes, que les espèces varient en fonction de leur environnement. S'il maintient l'idée d'une seule race humaine, il avance que, confrontés à des changements de climat et d'alimentation, les peuples ayant choisi de s'éloigner de l'Éden, qui, heureuse coïncidence, se situait à 2 pas de l'Europe, donc ces peuples souffriraient d'une sorte de dégénérescence. Seulement voilà, les preuves scientifiques se dérobent. Durant plus d'un siècle, anatomistes et microscopistes, raconte Sonia Chat, rivalisent d'imagination pour dénicher des caractéristiques biologiques propres, en particulier aux Africains. En 1665, le médecin italien Marcello Malpighi clame avoir découvert l'existence d'une mystérieuse couche sombre entre leur peau et leur chair, avant d'être démenti. En 1739, l'Académie royale des sciences de Bordeaux offre en vain un prix scientifique à qui trouvera la cause physique de la couleur des nègres, de la nature de leurs cheveux et de leur dégénérescence. Les parties génitales font l'objet d'une fascination toute particulière, surtout celle des femmes. Linné se démène pour examiner celle des soi-disant sirènes ou troglodytes sans y parvenir. Et voilà que, de retour d'expédition, l'explorateur François Levaillant assure avoir observé une difformité chez les femmes noires. Le sinus pudoris, ou tablier autanto, hypertrophie des petites lèvres. L'anatomiste Georges Cuvier s'exalte, c'est là pour lui la marque de leur animalité, de leur appartenance à une race inférieure. En 1987, le paléontologue Stephen Jay Gould découvrit que, sur une étagère, trônait encore un bocal, concocté par Cuvier, contenant les restes des parties génitales de Saartjie Baartman, dite la Vénus autantote, cette sud-africaine exhibée à travers l'Europe de 1810 à sa mort en 1815. Autant de prétendues découvertes qui seront battues en brèche, remisées au rayon des élucubrations par Darwin, et les découvertes sur l'évolution et le décryptage de l'ADN. Loin d'être une anomalie, facteur de désordre, la migration est inhérente au développement de la vie, indispensable aux équilibres des écosystèmes, et depuis son apparition, Sapiens n'a eu de cesse de s'aventurer toujours un peu plus loin. Mais le credo raciste, ancré dans la biologie à la peau dure, au début du XXe siècle, 2 naturalistes influents de la haute société new-yorkaise, Madison Grant et Horry Osborne, s'en inspiraient pour populariser la hantise fantasmatique de l'hybridation, animale comme humaine, les blancs ne devant surtout pas s'infecter au contact des noirs ou des migrants. Et ces contre-vérités continuent à forger notre regard sur les autres. Elles forment le substrat implicite de fantasmes en vogue comme celui du grand remplacement, énième rafistolage de ces fake news centenaires qui résistent au temps et à la raison.